Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Santé d'abord. Ce soir, nous parlons du cancer de l'enfant, une affection peu connue ou dont on ne parle pas assez souvent. Et pourtant, l'Organisation mondiale de la santé estime qu'en Afrique, le cancer de l'enfant tue jusqu'à 700 000 enfants chaque année et environ 1 100 000 nouveaux cas sont enregistrés par an. Qu'est-ce qui peut être donc à l'origine de ce mal? Comment les parents et les enfants atteints de cette maladie vivent ces épreuves au quotidien? Comment se fait la prise en charge et quelles sont les chances de guérison? Ce soir, vous aurez toutes les réponses au cours de cette émission. Restez avec nous, nous sommes ensemble pour 1 heure. Et pour aborder le sujet de ce soir, je partage le plateau avec le professeur Jules Guédénon. Professeur, bonsoir. Bonsoir, Madame Olive. Comment allez-vous? Je vais bien. Vous êtes le chef du service d'oncologie pédiatrique du CHU Sylvanus Olympio. Oui, Madame Olive. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous remercions aussi. D'accord. Alors dites-nous, professeur, nous avons souvent entendu parler du cancer chez l'adulte, mais c'est très rare. Moi-même, j'étais très surprise quand j'ai su que les enfants aussi peuvent souffrir du cancer. Dites-nous un peu, de quoi s'agit-il exactement? Merci, Madame Olive. Nous savons que peu de gens dans la population au Togo savent que le cancer peut toucher l'enfant. Et nous voyons la surprise de cette population lorsqu'elle arrive en pédiatrie. Et on montre notre pavillon en disant que c'est ici que l'on soigne les cancers de l'enfant. Alors, quand on parle de cancer, de quoi s'agit-il? Le terme cancer est un terme générique pour désigner toutes les tumeurs malignes. Le cancer en général. Le cancer en général. Il s'agit de maladies caractérisées par la multiplication d'une cellule anormale. Normalement, dans l'organisme, une cellule naît, se multiplie suivant un cycle et meurt. Mais dans le cas du cancer, cette cellule échappe au contrôle de l'organisme et va se multiplier de façon anormale et former des masses. Cette maladie a également la faculté non seulement d'entraîner cette multiplication rapide des cellules, mais également d'entraîner cette multiplication des cellules dans d'autres organes que dans l'organe dans lequel cette maladie naît. Et donc, c'est ainsi que je peux vous définir le cancer. Est-ce qu'il y a une particularité du cancer chez l'enfant par rapport au cancer chez l'adulte, par exemple? Bien sûr. Le cancer de l'enfant est différent du cancer de l'adulte. D'abord, les cancers de l'adulte que vous connaissez sont les cancers du sein, les cancers de l'utérus, les cancers de la prostate. Ces genres de cancers n'existent pas chez l'enfant. Il s'agit d'autres types de cancers. Donc il y a des cancers spécifiques rien qu'aux enfants. Il existe des cancers spécifiques que l'on retrouve chez les enfants. Okay. Il y a quelques rares cancers que l'on trouve chez l'enfant et chez l'adulte, mais en général, lorsque nous parlons de cancer de l'enfant, il s'agit d'autres types de cancers que ceux dont on parle lorsqu'on parle du cancer de l'adulte. Il existe plusieurs types de cancers. On peut classer les cancers de l'enfant en 2 grands groupes. On va parler des cancers du sang, d'accord? On parle des leucémies et on va parler des tumeurs solides, qui sont des cancers qui peuvent toucher les organes. Ces cancers peuvent toucher tous les organes. Ils peuvent se développer dans le cerveau, dans l'œil, dans le rein, dans les ganglions. Et donc, ce sont les 2 grands types de cancers, les cancers du sang et les cancers qu'on appelle les tumeurs solides. Dites-nous, avez-vous des chiffres qui traduisent la prévalence de ces cancers ici chez nous au Togo? Alors, au Togo, nous avons aujourd'hui, depuis que la prise en charge du cancer s'est organisée, avec nos maîtres, professeur Gbadou en l'occurrence, depuis que cette prise en charge s'est organisée, nous avons soigné dans l'unité de prise en charge des cancers de l'enfant, qui est la seule unité dans laquelle on traite les cancers au Togo, plus de 500 enfants.
au départ de l'activité, on recevait 2 à 3 enfants par an, mais aujourd'hui, nous recevons 70 enfants au moins par an. Il ne s'agit pas de chiffres qu'il faut comparer avec les maladies infectieuses. En termes de paludisme, on peut avoir des chiffres beaucoup plus grands, mais soigner un enfant atteint de cancer nécessite plus de moyens et beaucoup plus de temps pour arriver à bout. Et donc, 70 enfants par an, c'est un chiffre très important. Et ces 500 enfants que nous avons déjà soignés, nous avons dit plus de 500 enfants que nous avons déjà soignés, constituent à peine le 10e des enfants que nous devons recevoir dans notre unité. Il faut dire que la prévision du nombre total de cancers que l'on peut avoir dans un pays est faite par des institutions internationales, mais normalement, pour parler du nombre de cancers dans un pays, il faut se référer au registre national du cancer dans ce pays. Heureusement, au Togo, depuis maintenant quelques mois, ce registre a un coordonnateur en la personne du professeur Daré, et donc les membres de du registre du Togo ont commencé leur activité. Disons que ce registre, il y avait un registre hospitalier qui était au CHU Sylvanus Olympio depuis quelques années, mais le fait qu'il n'y avait pas de coordonnateur faisait que ce registre marchait par intermittence, et depuis qu'il y a un coordonnateur, il y a beaucoup d'activités qui font que d'ici quelques mois, lorsque nous reviendrons sur ces plateaux, nous parlerons en termes de chiffres beaucoup plus précis d'enfants atteints de cancer rentrant dans toutes les formations sanitaires. D'accord. L'équipe de santé d'abord a abordé 3 parents dont les enfants sont hospitalisés au service d'oncologie pédiatrique du CHU Sylvanus Olympio. Ils ont fait du chemin depuis l'apparition de la maladie chez leurs enfants. Ils ont fait du chemin avant d'arriver au 10 centres de prise en charge. Ils ont accepté de partager avec nous l'expérience de leurs enfants avec cette maladie. Suivez plutôt. Un beau matin, elle se levait, elle allait à l'école, tout juste à un endroit. Elle a vu que son pied au niveau du genou, ça a commencé par gratter. Et puis elle s'est baissée, gratter, et elle a fait un effort à aller à l'école. Du retour, vers 11h30, elle m'a présenté de voir comment son genou est. Et puis finalement, je dis bon, on a cherché quelques pommades passées, on croyait que ça va passer, et ça continue par évoluer. Le lendemain, nous sommes allés à l'hôpital du village. Finalement, on nous a prescrit là-bas 2 fois de suite et ça ne va pas. Et subitement, vous connaissez, nous, les Noirs, et puis on nous a dit que c'est l'indigénat. Et finalement, on s'est lancé dans ça, et puis finalement, on s'est dit que ça ne va pas. Et on a changé encore vers le haut lieu. De Bassar, on est allé à Kara. De Kara, on nous dit d'aller à Sokodé. Et celui de Sokodé nous a dit que lui ne peut pas, il a son supérieur à Lomé Tokwa ici. C'est pourquoi nous sommes ici. Bon, bien avant, nous, on n'a pas su que c'est ça. Et on a traîné de gauche à droite. Et finalement, on nous a repérés ici. Et puis nous sommes venus avec les techniciens. Ils nous ont déclaré que c'est le cancer. Donc, ensemble, on est en train de suivre les traitements. À partir du 20, on fait 3 mois ça. Nous sommes arrivés vers novembre. Je suis dans la joie, sans vous mentir. Actuellement, c'est au niveau de l'orteil qu'elle sent les douleurs. Si on n'est pas à son niveau maintenant, elle peut bouger les pieds, toutes les douleurs, c'est fini. On n'a plus de problème avec le staff. Finalement, si vous nous voyez, c'est la joie. Par exemple, personnellement, je l'ai fait ici. Et ma fille m'a proposé, après sa guérison, elle serait infirmière et comme le professeur, elle va servir ici d'un jour à l'autre. Je vais passer un café rond de l'Incouvia dîner. Je vais l'Incouvia dîner. Je sais que je vais parce que je was 3 jours, je me suis dit que je me suis o kemi ifo gan konjo be mi ayagwe kemi yagwe a yo do mi do la fi agwe de ma po yo do mi do la fi 1 an 2 mois mi so po no ara Nkuvia dine bon mi va le va fi à 1 an et demi mi va fi à 10 mois et me le va 25 avril
2022. Dɔ aɖe mi vɔ gbɔ be mianɔ te woakpɔ ɖe keke dɔwɔwɔ abe nu ya la yi ɖo abe abia la ku keke ke gbɔe yewoava da ati mi wɔwo mu yɔ game ɖe kpe ne mi o. Eka ɖo me nɛ ɖe keke be le mi va te kɔna ta yina dzi o vɔ ke mi va ko wɔ shimi ɖeka ne kpɔa ŋgba le fi o. Wova le wɔ ne mi kaka ke gbɔ wova wɔ opération. Wowɔ na ame ɖewo ke gbɔ mva ke gbɔ wova wɔ ne ŋtsia woabe dɔwɔnɔ do. Ke wowɔ dɔ abe dze ŋkume na ma dzideƒo le asi ne ŋtsia ŋkpɔ ame ɖe ne ayitsa le problème ya me ama gblɔ ne be ne va fie. Mi da akpe ne docteur Jules tsa be ɖa ke mi va esɔ zo ɖe mia ŋuti mu wɔ kufio le mia ŋuti o. Akpe gãtɔ mia de ne kudo infirmier keke. Avant que mon enfant, je sais que mon enfant a le cancer, j'ai fait des analyses. Je suis partie à l'hôpital, on a fait des analyses avec les scanners et tout ça. Là, on m'a dit que mon enfant souffre de lymphoblastome. Et je les ai demandé qu'est-ce que signifie lymphoblastome. On m'a dit que c'est le cancer de rein. Moi, j'avais réalisé qu'un petit garçon comme ça peut être cancer de rein. Peut-être on me trompe ou bien quelque chose. Et je me suis dit que je vais faire le traditionnel. Et mes parents aussi ont refusé que je n'ai qu'à continuer vers l'hôpital. Elle a 4 ans, 10 mois. On a fait 9 mois. Ce n'est pas facile, mais c'est le courage d'abord. Voilà, professeur, nous sommes de retour sur ce plateau. Ces dames et ces messieurs, nous les avons interviewés dans vos services. Vous avez leur enfant actuellement à l'hôpital. Dites-nous un peu comment ça évolue leur cas. Alors, l'évolution des différents cas dépend du type de cancer avec lequel l'enfant vient et du stade de l'évolution de la maladie. Et donc, ceux qui arrivent à des stades précoces, ceux qui arrivent tôt, avec un certain nombre, au moins 5 types de cancers les plus fréquents, ceux qui arrivent tôt pour ces cancers-là, ils ont beaucoup plus de chances de guérir. Justement, quels sont ces types de cancers que vous recevez souvent dans vos services? Alors, le cancer de l'enfant, il existe plusieurs types de cancers chez l'enfant et les 5 types les plus fréquents que nous recevons dans l'unité de prise en charge des cancers de l'enfant au CHU Sylvanus Olympio sont par ordre de fréquence le lymphome de Burkitt, qui est un cancer très fréquent en Afrique. Qui attaque quelle partie du corps? Ce cancer attaque le visage dans sa forme africaine et déforme le visage, attaque la mâchoire, un peu s'étendre vers les yeux ou venir vers le menton. Ce cancer est responsable donc de la chute des dents et au moment en général où ce cancer attaque le visage, il y a déjà des localisations au niveau de l'abdomen dans la plupart des cas chez les patients que nous recevons au CHU Sylvanus Olympio. En dehors de ce lymphome de Burkitt dont je parle, qui est un cancer très fréquent, nous avons le néphroblastome qui est le cancer du rein de l'enfant. C'est un cancer également très fréquent chez nous. Suivant les années, parfois on reçoit plus de lymphome de Burkitt, parfois plus de néphroblastome. Donc ce sont là les 2 types de cancers les plus fréquents, le lymphome de Burkitt et le néphroblastome. Le néphroblastome donc c'est le cancer du rein de l'enfant. C'est un cancer que l'on retrouve chez l'enfant autour de l'âge de 3 ans. Nous reviendrons sur les signes. Nous avons ensuite le rétinoblastome qui est le cancer de l'œil. Et c'est un cancer que l'on retrouve chez l'enfant. C'est un cancer très fréquent en Afrique et lorsque on n'a pas de véritable problème de prise en charge, on pense que c'est un cancer qui est rare, mais lorsqu'on commence par s'en occuper, comme nous le faisons maintenant avec le professeur Vonor qui est notre ophtalmologiste référent, lorsqu'on commence par s'en occuper, il devient très rapidement un des cancers les plus fréquents. Donc aujourd'hui, c'est le 3e type de cancer chez nous à Lomé. Et le 4e type de cancer, c'est la leucémie aiguë. Ce cancer, vous le connaissez. Cancer du sang. Absolument. Il existe également chez l'adulte et chez l'enfant. Donc nous avons des leucémies aiguës. Il y a 2 grands types, mais chez l'enfant, c'est le type qu'on appelle les leucémies aiguës lymphoblastiques que nous avons le plus souvent. Ce cancer touche la moelle osseuse.
d'accord, la moelle osseuse, la moelle qui se trouve dans les os et qui est l'organe de fabrication du sang, d'accord. Et donc la leucémie aiguë, je reviendrai également sur les signes. Le 5e type de cancer, c'est le lymphome de Hodgkin, qui est un cancer qui touche les ganglions. Ce cancer va former des boules au niveau du cou, à des endroits précis. Et donc, ce sont là les 5 types de cancers les plus fréquents, mais nous avons tous les types de cancers, que ce soit le cancer de l'os, vous venez de voir cet enfant dont le père a parlé, le cancer des muscles, le cancer de l'os, il s'agit en général de l'ostéosarcome ou du sarcome d'Ewing, et le cancer des muscles, le rhabdomyosarcome. Nous recevons tous les types de cancers qui existent chez l'enfant. Mais c'est les 5 là qui sont les plus fréquents. Les 5 que j'ai cités en premier sont les principaux types. D'accord, professeur. La science n'a pas encore réussi jusqu'à ce jour à déterminer avec exactitude les causes du cancer chez l'enfant. Mais est-ce qu'il y a des facteurs prédisposants ou des facteurs de risque de ce cancer chez les enfants? Merci beaucoup, madame. Les causes exactes du cancer donc, ne sont pas connues dans la majorité des cas, mais il existe des facteurs de risque qui sont des facteurs qui prédisposent à la survenue d'un cancer. Ainsi, on peut avoir ce facteur chez certains enfants qui ne feront pas de cancer. Lorsque nous parlons de facteurs prédisposants, on aura le facteur chez certains enfants qui ne feront pas de cancer. Par exemple, lorsque vous avez un enfant qui fait un paludisme, il est piqué par l'anophèle femelle, vous cherchez dans son sang le Plasmodium falciparum, vous le trouvez, c'est la cause de son paludisme. Alors chez le cancer, dans le lymphome de Burkitt par exemple, nous allons rechercher l'infection à un virus qui s'appelle l'Epstein-Barr virus, et ce virus va être présent chez les enfants ayant un lymphome de Burkitt en Afrique. Et nous aurons beaucoup d'autres enfants qui auront une infection par ce virus qui ne feront pas un cancer, qui ne feront pas le lymphome de Burkitt. Et donc, ce sont des facteurs favorisants. Et il existe donc, quand on parle de ces facteurs, deux grands groupes de facteurs, les facteurs génétiques et les facteurs environnementaux. S'agissant des facteurs génétiques, il y a la prédisposition familiale. Dans certaines familles, vous verrez que les enfants ont un type de cancer donné et le plus souvent par exemple lorsque nous prenons le rétinoblastome dont nous avons parlé, certains enfants vont avoir un rétinoblastome bilatéral, les deux yeux seront touchés et dans ces cas il existe donc des gènes, des anomalies génétiques qui prédisposent ces enfants-là à avoir ce type de cancer et ces gènes-là donc sont des gènes donc, que l'on va retrouver par exemple dans des familles données qui vont prédisposer les enfants à tel ou tel autre type de cancer. En dehors de cette prédisposition familiale, ça n'a rien de l'hérédité? C'est-à-dire que ce n'est pas parce que un parent a eu un cancer dans la famille que ça prédispose l'enfant. Alors, pour certains cancers, lorsqu'il y a un rétinoblastome dans la famille, par exemple, dans cette famille, il y aura plus de cas de rétinoblastome et bilatéral. Et quand on va prendre d'autres types de cancers, par exemple le lymphome de Burkitt, ce n'est pas parce que le père a fait un lymphome de Burkitt que l'enfant va faire un lymphome de Burkitt, non. Ce n'est pas une transmission de ce genre. Et en dehors de ces prédispositions familiales, nous avons également des enfants qui vont naître avec des anomalies génétiques, des malformations, et ces anomalies génétiques vont les prédisposer à un certain nombre de cancers. Par exemple, nous avons une maladie qu'on appelle syndrome de Wiedemann-Beckwith. Par exemple, ce sont des enfants qui naissent avec un gros poids. Et ces enfants peuvent avoir des anomalies de fermeture de la paroi abdominale, ce qu'on appelle une omphalocèle ou une grosse hernie ombilicale. Et ils ont une moitié de leur corps qui est plus développée que l'autre moitié. Et une grosse langue également. Ces enfants, par exemple, doivent être suivis parce qu'ils courent plus de risques de faire un cancer du rein tel que le néphroblastome. D'accord? Et donc, les causes génétiques, c'est ainsi qu'on peut les résumer. Et maintenant, les facteurs de l'environnement. Le deuxième groupe de facteurs favorisants, les facteurs environnementaux,
il ne va pas s'agir chez l'enfant de facteurs liés à ses habitudes de vie depuis un certain temps, comme chez l'adulte. Parce qu'il a fumé du tabac pendant un temps, il fait un cancer des poumons. Oui. Alors chez l'enfant, ce n'est pas ainsi, mais on sait depuis un certain moment donné qu'un certain nombre de virus, donc des infections de l'environnement, un certain nombre de virus vont prédisposer à un certain nombre de cancers. Par exemple, le virus d'Epstein-Barr dont j'ai parlé prédispose au lymphome de Burkitt, mais également au lymphome de Hodgkin. Il existe également d'autres facteurs tels que les radiations ionisantes que l'on a lors des bombardements, par exemple, au cours des guerres passées. On a remarqué que les populations qui étaient exposées à ces rayonnements-là développaient plus de cancers du cerveau, de leucémie. Et donc ces rayonnements ionisantes sont également connus à forte dose pour être cause de cancer. Il existe des causes qui sont suspectées. Là, je viens de parler des causes qui sont des facteurs de risque certains selon l'OMS, mais il existe d'autres causes qui sont suspectées et jusqu'à ce jour, des études continuent pour établir vraiment la responsabilité de ces facteurs dans la survenue des cancers. Vous pouvez nous les citer quand même, ces causes suspectées? Alors, ce sont des causes que vous aimez beaucoup, les journalistes. Il s'agit des pesticides, par exemple, des pesticides. Il s'agit de l'utilisation d'insecticides chez des mères qui sont enceintes. Il s'agit des lignes à haute tension, qui sont incriminées dans la survenue de certaines leucémies ou de certains cancers. Et donc, ce sont les téléphones portables. Donc, ce sont des facteurs suspectés. Les rayons? Les rayons de téléphone. Oui. Et donc, ce sont des facteurs suspectés et qui n'ont pas encore, de façon claire, démontré leur rôle dans la survenue des cancers. Et donc, là, l'OMS les classe dans les facteurs suspects. L'inhalation de l'odeur du carburant exposerait aussi les enfants à un risque de cancer de sang? Est-ce que c'est vérifié? Il existe effectivement des études qui ont évoqué le rôle du benzène, d'accord, que dégagent ces véhicules dans la circulation, dans la survenue de la leucémie. Et donc cela est également classé dans les facteurs les causes suspectes. Oui. D'accord. Alors dites-nous, professeur, comment reconnaître les cancers chez l'enfant? Quels sont les signes cliniques qui doivent alerter les parents? Pour le cancer du sang, la maladie se manifeste en général par 3 groupes de signes. Il y a la pâleur, qui est le signe d'une anémie. Cette pâleur va être très intense et va refléter une anémie sévère qui va nécessiter des transfusions. Il y a la fièvre au long cours. Ce n'est pas une fièvre de 2-3 jours comme dans le paludisme, mais c'est une fièvre qui dure depuis 1 mois. On traite, ça ne part pas. On traite, ça ne part pas. Parce que la moelle qui fabrique les différents éléments du sang, les globules blancs qui nous aident à nous défendre contre les infections, la moelle est défaillante et donc l'organisme est faible et des petits microbes vont entraîner des infections. Et donc, il va avoir une fièvre qui dure depuis un certain temps. Et également, il y a des saignements. En dehors de la pâleur, de la fièvre, au long cours, il y a des saignements. Et ces saignements peuvent être visibles sur la peau. Il peut s'agir de saignements provenant des narines, liés au fait que la moelle ne fabrique pas suffisamment de plaquettes, qui sont ces éléments qui arrêtent les saignements. Alors, s'agissant des tumeurs solides, ces maladies vont se manifester par des masses dans la majorité des cas. Pour le cancer du rein, en général, il s'agit donc d'une masse qui va se traduire sous forme d'une grosse boule que la maman touche dans le ventre de son enfant. Dans le ventre, c'est que le rein se situe à l'arrière? Oui, les reins se situent au niveau des flancs. Voilà. D'accord. Et la boule va se situer à quel niveau en ce moment? Cette boule donc va se développer en antérieur. Les reins sont devant. Sont en arrière dans l'abdomen, mais le développement de ce type de cancer va se faire vers l'avant. Et donc c'est dans le ventre que la maman un jour, en donnant la douche à son enfant, va toucher cette masse-là
Et ces mères-là parlent souvent de coucou, vous savez. Et quand elle va toucher cette boule, elle va remarquer les jours suivants que la boule se grossit très rapidement. D'accord. Et chez certains enfants, on peut avoir également une émission de sang dans les urines, une hématurie, chez 15% des enfants à peu près. Et en dehors de ça, les autres cancers, le lymphome de Burkitt va se manifester donc par une masse qui attaque les mâchoires. Donc au niveau des joues, cette masse donc, va gonfler très rapidement. Elle va être responsable de la chute des dents, de saignements. Lorsque l'enfant se brosse le matin, cet enfant va saigner facilement. La chute des dents, les douleurs dentaires et cette masse qui va déformer totalement le visage va être les signes que nous aurons dans le lymphome de Burkitt. Dans le rétinoblastome, ce sont également les parents qui vont remarquer que leur enfant a une tache blanche dans le noir de l'œil. Et ça va se présenter un peu comme l'œil de chat. Et donc, c'est le signe de début dans la majorité des cas dans le rétinoblastome. Pour les autres cancers, le lymphome de Hodgkin, par exemple, ça va être des boules, de grosses boules qui vont être remarquées par les parents au niveau du cou, dans les aisselles. Pour les cancers des os, des muscles, ça va être également des masses avec de grosses jambes, de grosses cuisses. Et comme je l'ai dit au début, il s'agit d'une maladie dans laquelle les cellules se multiplient très rapidement. Alors, professeur, lorsqu'un enfant se blesse et il saigne abondamment, est-ce que cela peut constituer un signe du cancer du sang, de la leucémie par exemple? Oui, dans la leucémie, l'enfant peut également saigner beaucoup parce que la moelle ne fabrique pas suffisamment de plaquettes et le peu de plaquettes que la moelle fabrique ne travaille pas correctement. Mais il ne faut pas confondre cette maladie avec d'autres maladies qui entraînent des saignements comme l'hémophilie. Dans le cas de la leucémie ou des cancers dont nous parlons, vous verrez que l'enfant maigrit. C'est un enfant qui a ce qu'on appelle une altération de l'état général. Il maigrit, il ne mange pas suffisamment, il est pâle et il est fatigué. Il n'a pas l'appétit. Il perd l'appétit. Il perd l'appétit, il maigrit, il est fatigué et il est pâle. D'accord. Comment posez-vous le diagnostic de tous ces cancers? Alors, le diagnostic de ces cancers est important parce que lorsque vous ratez le diagnostic, vous n'allez pas pouvoir traiter efficacement les enfants pour les mettre en rémission, comme nous disons, afin qu'ils puissent être guéris. Et donc, le diagnostic des cancers, dans le cas des tumeurs solides, passe par le prélèvement d'une petite quantité de la masse dont j'ai parlé. Ce prélèvement se fait en général par les chirurgiens pédiatres. Et cette masse qu'ils ont prélevée va être envoyée chez nos collègues qui sont des anatomopathologistes. Le diagnostic peut également passer par ce qu'on appelle une cytoponction dans certains cas. Il s'agit d'une ponction que l'oncologue pédiatre fait à l'aide d'une petite aiguille et ce prélèvement va être étalé sur une lame et envoyé soit chez nos collègues anapathes, soit chez les hématologistes. Et ces collègues qui sont chargés du diagnostic, qui sont les spécialistes du diagnostic, donc vont traiter ces prélèvements, puis au microscope, ils vont observer, décrire ce qu'ils trouvent et poser un diagnostic. Là, il s'agit donc des tumeurs solides. Dans le cas du cancer du sang, de la leucémie, nous allons prélever du sang dans la moelle qui est l'organe de fabrication du sang. Et ce sang que nous sommes allés prélever va être envoyé chez nos collègues hématologistes qui vont l'observer et nous donner une conclusion selon laquelle il s'agit d'un cancer de sang de tel type. D'accord ? Il faut dire que dans l'unité, sachant que le diagnostic est un point capital, nous avons fait un projet pour pouvoir avoir des diagnostics fiables parce qu'on avait beaucoup de problèmes de diagnostic.
Vous avez vu, le laboratoire était dans un état totalement délabré, le laboratoire d'anatomopathologie. Et grâce à l'aide du président de la République, nous avons eu un financement pour réhabiliter ce laboratoire et changer totalement le matériel. Et donc aujourd'hui, nos collègues ANAPAT sont outillés pour poser un certain nombre de diagnostics. Bien sûr, il existe encore une étape importante qui est l'étape de l'immunohistochimie. C'est-à-dire que là, ils font de l'anatomopathologie de base pour nous décrire les différentes cellules pour dire ça fait penser à tel, mais on peut aller plus loin en ayant certains réactifs et avec ces réactifs, on fait ce qu'on appelle des examens immunohistochimiques qui donnent que tel type de cancer, sachant que c'est responsable de tel type d'anticorps. Et quand on retrouve cet anticorps, c'est sûr qu'en plus de ce qu'ils ont déjà décrit préalablement, c'est tel ou tel type de cancer. Et donc, il reste cette étape. Sinon, aujourd'hui, le laboratoire d'ANAPAT a beaucoup changé. Nous devons préciser que ce service d'ANAPAT sert aux enfants. Les enfants ont permis, grâce au président de la République, de réhabiliter, mais c'est un service qui sert pour tous les autres types de cancers. Les cancers chez la femme, chez l'homme, et pour tout autre prélèvement, pathologie, pour lesquelles on a besoin d'un diagnostic à ce niveau. Je suis certaine que les téléspectateurs ont envie d'aller découvrir l'ANAPAT. Alors donc, à la découverte de l'ANAPAT, un service qui joue un grand rôle dans la prise en charge des cancers de l'enfant. Il se situe au début, pendant et à la fin du traitement. Quel rôle joue-t-il exactement? Allons regarder un peu. L'ANAPAT, c'est l'anatomie pathologique. Donc c'est un laboratoire qui permet de faire le diagnostic, essentiellement le diagnostic des cancers, de tous les cancers, autant des adultes et des enfants. Donc il s'agit d'un service central dans la prise en charge des cancers des enfants. Donc nous intervenons avant le traitement et aussi après le traitement. Donc avant le traitement, les médecins nous envoient des petits prélèvements qu'on appelle des biopsies. Et c'est sur ces biopsies nous affirmons oui, il y a un cancer ou bien il n'y a pas de cancer. Et après le traitement également, quand ils opèrent les enfants, ils nous envoient le prélèvement et ceci nous permet de prédire un peu la qualité de traitement et surtout le pronostic de cet enfant, c'est-à-dire les soins que cet enfant va recevoir après la chirurgie. Quand on parle de cancer, en fait, c'est une maladie très longue. Donc, on suit toujours ces enfants pour voir s'il y a une récidive ou bien une poursuite évolutive de ce cancer. Donc, nous intervenons également dans le suivi des enfants pour voir si le cancer est revenu ou bien si le cancer a complètement et totalement disparu. Nous sommes également dans la prévention, c'est-à-dire on peut faire des analyses pour voir des anomalies qui précèdent la survenue de cancer pour pouvoir traiter ces enfants au plus tôt avant que ne survienne le véritable cancer. Venir au plus tôt dans un stade spécialisé dès que l'enfant commence par avoir quelques signes et même si l'enfant n'a pas de signes, d'avoir un pédiatre. On reçoit en moyenne 20 prélèvements par semaine. Mensuel, on peut aller jusqu'à 30. Annuel, on peut recevoir jusqu'à 1000 et plus. Avant, on reçoit jusqu'à 1000 et quelques, voire 1500, 1700. Mais actuellement, on reçoit en moyenne 1500, 1000 annuels. Souvent, on trouve deux types de cancers, tumeur bénigne, s'il n'y a pas de cancer, et tumeur maligne, s'il y a cancer. D'accord. Si je peux aller un peu loin, il y a différentes sortes de cancers. Actuellement, on n'a pas une organisation qui informe ou bien qui sensibilise la population pour venir faire les examens. Voilà, professeur, nous sommes de retour sur ce plateau. Monsieur Benoît et son collaborateur nous ont présenté de façon un peu plus approfondie ce que l'ANAPAT fait. Avez-vous quelque chose à y ajouter? Oui, nous venons de voir donc ce service du professeur Amégbor totalement réhabilité. Comparé aux images du service
précédemment. Et disons qu'en dehors de l'anatomie pathologie et de l'hématologie qui nous aident à avoir les diagnostics, la radioimagerie joue un rôle capital également dans le diagnostic des cancers. Que ce soit pour les cancers pour lesquels on va quand même aller vers un prélèvement comme les lymphomes, que également pour les cancers, ainsi que pour les cancers également pour lesquels on n'a pas besoin de faire un prélèvement. Dans certains cas, comme le cancer du rein, on va se contenter de l'échographie ou du scanner qui vont confirmer la suspicion d'un cancer du rein dans les mains d'un échographiste expérimenté, notamment beaucoup avec le professeur Adjenou, dans les mains d'un échographiste expérimenté. Et donc, cet échographiste va vous dire, effectivement, j'ai trouvé telle chose dans le rein, et ça, c'est fortement suspect de tel type de cancer. En plus de ce que nous avons eu à la clinique pour le cancer de rein, le néphroblastome, on démarre le traitement. Notre protocole est ainsi, on démarre le traitement et après un certain nombre de cures, on va aller enlever le rein. La chirurgie intervient dans ce cancer, on va enlever le rein. Et quand on va enlever ce rein va être transporté en anapathe et les anatomies pathologistes vont regarder le rein et nous dire, d'après leur analyse, que c'est vraiment un cancer du rein. Cette démarche est également faite dans le cancer de l'œil. Donc, en dehors de l'hématologie, de l'anatomopathologie, la radiographie, la radioimagerie, on dit, la radiographie et l'échographie surtout et le scanner ou encore l'IRM vont nous aider à avoir un certain nombre de diagnostics. Nous avons en dernier la biologie, le dosage de certains marqueurs. On parle de marqueurs tumoraux. Dans les cancers de l'enfant, on n'a pas beaucoup de marqueurs, mais il y a certains types de cancers comme des tumeurs qui se développent au niveau des organes génitaux. Dans ces cancers, rien que par la biologie, on peut diagnostiquer le cancer et commencer le traitement, puis on le confirmera lorsque la chirurgie interviendra. Donc on comprend donc que plusieurs disciplines interviennent, convergent leurs efforts dans la prise en charge du cancer de l'enfant. Vous avez déjà commencé par aborder la prise en charge, alors dites-nous, comment vous faites vraiment le traitement? Alors la prise en charge du cancer de l'enfant est pluridisciplinaire. Ce traitement va impliquer l'oncopédiatre, le chirurgien pédiatre, le radiologue, l'ophtalmologiste lorsqu'il s'agit des cancers qui touchent l'œil. D'autres chirurgiens peuvent également être impliqués avec le chirurgien pédiatre. Il peut s'agir d'un chirurgien vasculaire, il peut s'agir d'un chirurgien thoracique. L'anatomopathologiste, le médecin otorhinolaryngologiste, le neurochirurgien, l'anesthésiste réanimateur, le néphrologue aussi, le psychologue, le néphrologue pas fréquemment, puisque l'oncopédiatre va jouer le rôle qu'il faut sur le plan médical. Et donc, mais il peut arriver des cas où on peut avoir besoin d'aller faire une dialyse, par exemple pour un enfant, et là le néphrologue va totalement faire partie de l'équipe. Et donc la prise en charge est pluridisciplinaire. Il faut comprendre qu'à Lomé, ça fait maintenant plus de 5 ans que nous faisons des réunions de concertation pluridisciplinaires. Une fois par mois, ces différents spécialistes vont s'asseoir, en particulier pour les cancers qui posent le plus de problèmes. Ces cas seront exposés et les différents spécialistes vont dire ce qu'ils pensent pour que cet enfant soit mieux traité. Et cette réunion de concertation pluridisciplinaire nous aide énormément. C'est ainsi que nous faisons cette prise en charge sur le plan organisationnel. Et ça se passe ainsi pour chaque enfant que vous recevez? Alors, presque tous les enfants, nous essayons de faire passer tous les enfants en réunion de concertation pluridisciplinaire parce que lorsque vous avez deux spécialistes qui réfléchissent ensemble en médecine, c'est toujours bénéfique pour le patient. Les parents qui ont témoigné, qui nous ont accordé leur interview, ont félicité votre travail et qui prouvent que vous faites du bon travail là-bas.
Félicitations. Merci beaucoup, madame. C'est un travail qui maintenant, c'est pas un travail de l'équipe seule, c'est un travail de l'équipe, de l'unité, de l'équipe du service, des différents médecins qui nous aident, parce que ce n'est pas simple d'aller s'asseoir des heures pour discuter d'enfants dans un autre service. Également, ceux qui sont ailleurs et qui nous envoient ces enfants, tous ces différents médecins qui réfèrent les enfants à temps participent à la prise en charge, ainsi que les bonnes volontés. Nous allons certainement y revenir jusqu'au président de la République. Vous avez vu comment est-ce que nous sommes désormais aidés, et donc ces félicitations vont à tout. À tout ce grand personnel. En tout cas. Alors dites-nous, professeur, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la prise en charge de ces malades? Alors, vous en rencontrez quand même? Oui, nous avons fait du chemin, mais nous avons encore beaucoup de difficultés. Nous allons commencer par le problème du retard diagnostique. Le diagnostic doit être précoce. Quand vous regardez les images, vous verrez que cet enfant qui est arrivé précocement, nous l'avons traité, il est à au stade dans le Burkitt, on va dire stade 1 et 2. On le traite en peu de temps. Au bout de 3 mois, lorsqu'il est arrivé tôt, on peut finir le traitement, mais lorsqu'il arrive tard, il va faire 1 an, on aura beaucoup plus de complications. Certains, dès qu'ils arrivent, vu le stade avancé de leur maladie, on sait qu'on ne va pas y arriver. Mais on ne baisse pas les bras. Dans quelques rares cas, on va avoir gain de cause. Alors que dès qu'ils arrivent précocement, on arrive rapidement à les soigner. Donc, premier problème, c'est le retard diagnostique. Ce retard du diagnostic est lié au fait que les patients consultent tardivement. Le papa l'a dit tout à l'heure, ils vont masser, ensuite ils vont aller chez le guérisseur, ensuite ils vont prendre des médicaments, et quand ils vont aller au dispensaire et que l'infirmier va dire allez, courez tout de suite vers Lomé, ils vont dire non, je vais aller chercher des moyens. Les paramédicaux ou ceux qui les reçoivent premièrement, est-ce que parfois la faute n'est pas à eux? Est-ce que tous vos collègues maîtrisent les symptômes d'un cancer de l'enfant surtout? Les fautes sont partagées. D'accord. Il faut dire qu'on a été malheureux de perdre un enfant qui allait à l'hôpital en disant voici, je vois quelque chose de blanc dans l'œil de mon enfant, et on lui a dit plusieurs fois non, retourne à la maison, ça passera. Et ce patient est allé plusieurs fois, mais on lui dit retourne, et après il est venu avec quelque chose qu'on ne peut plus guérir. Ouais. Et donc, nous avons besoin vraiment de mettre en œuvre un véritable programme de diagnostic précoce. Et dans ce programme, il faut former le personnel et il faut sensibiliser la population. Là, vous êtes en train de faire votre part. En tant que journaliste, il faut des émissions comme ça pour que les gens puissent comprendre, que la population puisse comprendre que tel signe que je vois chez mon enfant, c'est pas banal, je dois aller consulter. Et nous, de notre côté, déjà, dans les programmes de formation, beaucoup de choses changent dans les facultés, dans les écoles, mais également nous devons faire de la formation post-universitaire pour ceux qui sont sur le terrain, et nous sommes en train avec nos différents collègues et maîtres de mettre en place un programme de ce genre pour pouvoir sensibiliser, pour que la faute ne provienne pas du personnel médical. En dehors de cette difficulté qu'est donc le retard de diagnostic, nous avons également une insuffisance de ressources humaines. Nous savons que depuis le ministère, ils sont très sensibles à notre cause, mais ils ont beaucoup de problèmes également sur les maladies infectieuses, sur ci, sur ça, alors que nous avons besoin de plus de mains pour travailler. Nous avons donc un problème d'insuffisance des ressources humaines médicales et ressources humaines médicales et paramédicales. Nous avons également une insuffisance de médicaments. Il faut dire que pour la prise en charge, nous sommes aidés par un certain nombre de structures, un certain nombre
programmes, de projets que je citerai tout à l'heure, mais cette prise en charge va surtout vers les 5 types de cancers les plus fréquents. Et lorsqu'on tombe dans les autres types de cancers, le neuroblastome, l'ostéosarcome, le sarcome d'Ewing, nous devons jongler pour prendre un peu de médicaments sur les autres cancers pour pouvoir les traiter, ou bien les parents doivent eux-mêmes prendre en charge ce coût-là qui n'est pas du tout négligeable, mais nous essayons tant que nécessaire de les aider. Nous avons également des problèmes pour tout ce qui va être le traitement adjuvant. C'est-à-dire que lorsque vous mettez un médicament de cancer à un enfant, le médicament de cancer gratuit chez nous pour les 5 types de cancers là, on les donne gratuitement. Lorsque vous mettez un médicament de cancer à un enfant, ce médicament va entraîner un certain nombre d'effets. Et ces effets secondaires vont nécessiter d'autres traitements que nous appelons le traitement adjuvant. D'abord, il faut faire tout pour que l'enfant ne vomisse pas. Ces médicaments de vomissement puissants dans les cancers coûtent cher. Les antibiotiques, parce que le traitement va affaiblir l'organisme et les microbes vont vouloir en profiter. Il faut avoir des antibiotiques puissants. Le sang, parce que les médicaments vont détruire également les globules rouges. La maladie également va détruire les globules rouges et l'enfant serait anémié. Il faut du sang. Et donc, pour tout ça, les associations nous aident, mais nous avons permanemment des besoins. En dehors de ça, le matériel, nous avons fait beaucoup de chemin. Aujourd'hui, vous verrez chez nous, comme vous ne verrez pas ailleurs, des pompes à perfusion, des seringues électriques, mais c'est encore très insuffisant. Donc, les bonnes volontés nous écoutent. Les bonnes volontés nous écoutent ce soir. Oui. Ils voudront certainement à votre secours pour vous aider dans ce grand travail que vous abattez. Nous prions pour ça. Et nous ferons un appel avant la fin de l'émission pour ça également. D'accord. Le cancer de l'enfant est une affection sérieuse, mais elle peut être complètement guérie si la prise en charge est précoce. La preuve, c'est dans ce sujet, vous allez suivre 2 témoignages. La maman d'une petite fille, Madame Nafissetou, dont la fille a été prise en charge au centre d'oncologie pédiatrique, ainsi qu'un jeune garçon appelé Laurent. Ils vont tous bien aujourd'hui. Ils ont accepté de partager leur joie avec nous. Suivons-les. Avant le diagnostic, c'était commencé par les maux de tête. Donc, maux de tête, palus, on a fait au moins pratiquement des allers-retours à tout coin ici. Ça est pratiquement 1 an. On venait, on restait de l'autre côté, médecine générale. 2 mois, c'est transformé en, on a dit, c'est sinusite. Donc, je suis retourné à ORL. J'ai fait 3 mois aussi à ORL. Donc, après, je suis retourné encore à médecine générale. J'ai fait 1 mois. C'est là qu'un docteur m'a vu, de venir voir au service d'oncologie pour faire les analyses. Donc, quand nous sommes arrivés, on a fait les analyses. Et puis, on a vu que c'était le lymphome de Burkitt. Ce jour-là, en tout cas, quand on nous a diagnostiqué, c'était un peu la peur, une partie, le soulagement, parce qu'on a enfin déterminé ce qui me faisait. Mais de l'autre partie, la peur, parce que je ne savais pas, on nous a dit lymphome de Burkitt. On ne nous a pas dit directement que c'était le cancer. Donc les docteurs ont les termes pour ne pas vous faire peur. Donc après, quand j'ai su que c'est vraiment le cancer, c'est là que je me suis dit, peut-être que je vais mourir. Parce que ma mère, elle, depuis qu'on nous a diagnostiqué, je ne savais pas que peut-être le docteur lui a dit que c'était le cancer. Depuis 11 heures, on nous a dit ça. Elle ne faisait que pleurer jusqu'au lendemain. Pour les analyses, il y avait eu des petites opérations. Mais pour le traitement même, c'est la chimie. Avant de venir, je rentrais dans mes 17 ans. J'ai passé pratiquement 1 an. Le contrôle, c'est pour 3 ans. Moi, j'ai terminé le contrôle. Dès sa naissance, j'ai remarqué qu'autour de ses yeux, il y a une couleur très foncée. La couleur au-dessus de ses yeux sont très foncées par rapport à la couleur de sa figure. Donc du coup, ça a attiré mon attention. On nous a prescrit les médicaments qu'on met sur les yeux là. Quand on était rentré, elle ne dormait pas. Chaque nuit, elle ne fait que pleurer. On est retourné à l'hôpital, on nous a prescrit les médicaments
du ventre, mais ça n'allait pas toujours. Un matin, elle tétait, elle me fixait dans les yeux, je la regardais et j'ai remarqué un petit point rougeâtre dans son œil droit. Et j'ai remarqué que quand il y a le soleil, on la fait sortir dehors, elle ferme les yeux. Mais dans la chambre, elle ouvre les yeux. Donc du coup, dès le matin, on est allé à la consultation. Et l'ophtalmologue nous a dit qu'il n'est pas spécialisé dans ce domaine, d'aller au campus. Donc on a été là-bas, on nous a demandé de refaire le bilan. Comme elle est très petite, elle avait 3 semaines. Donc on a refait tout le bilan. Après, on nous a fait l'examen sous œil, c'est-à-dire l'échographie de l'œil. C'est là-bas qu'on nous a fait savoir qu'elle a une tumeur de venir ici pour le traitement. Donc elle avait 2 mois jour pour jour. Quand nous sommes atterris ici, le docteur nous a demandé si on est prêt pour être hospitalisé. On a dit oui. Et on nous a montré un lit. Et nous ne sommes sortis qu'après 1 an, 3 mois. Je me suis demandé si les enfants atteignent aussi du cancer. Parce que selon moi, ce sont les vieilles et les vieux qui souffrent de ça. J'ai cherché à savoir la cause. On nous a fait savoir que c'est l'organisme de l'enfant même qui produit ça. Premièrement, quand tu apprends que ton enfant souffre du cancer, tu seras étonné. Et la première réaction, c'est de se fondre en larmes pour demander à Dieu le péché que tu as fait. Et des fois, on a tendance à penser que ce sont les membres de la famille qui ont voulu tuer ton enfant et autres. Mais ça arrive, c'est naturel. Et le cancer, ça se traite, ça se guérit aussi. Parce que moi, actuellement, je suis très contente. Mon enfant est guéri. En l'envoyant aujourd'hui, je suis fière. Les années que j'ai fait ici, moi, je les ai déjà oubliées. Parce que j'ai récolté le fruit. Alors, professeur, les 2 intervenants sont la preuve de la réussite du traitement du cancer de l'enfant au Togo. Oui, on peut avoir beaucoup plus d'intervenants que ça. Et nous-mêmes, ça nous fait beaucoup plaisir quand on revoit ces patients. Je me rappelle en 2015, il y avait un chef étoilé de la cuisine française qui était venu ici pour préparer, faire l'émission Atelier des chefs avec des enfants guéris de cancer au Togo. Et il y avait un certain nombre d'enfants. Et on oublie, quand nous sommes dans l'unité, ceux qui arrivent tardivement, des décès, on oublie même que beaucoup sortent vivants. Il faut dire que le traitement du cancer de l'enfant réussit mieux que celui de l'adulte. En Europe, aujourd'hui, c'est plus de 80% des enfants qui sont guéris. C'est une bonne nouvelle, ça. Oui. Et donc, nous, à cause des cas qui arrivent tardivement, on peut dire que globalement, on guérit 1 enfant sur 2. Mais si on prenait rien que ceux qui arrivaient précocement, on en guérit beaucoup plus. Et ceux qui arrivent tardivement, il y a des stades où vraiment c'est soulager la douleur parce que c'est très, très, très avancé. Et donc là, ce sont des témoignages qui nous réconfortent également, qui nous réconfortent et qui nous demandent de toujours continuer pour approcher ces chiffres de rémission. Quand on finit de les traiter, on parle de rémission et on continue par les surveiller. Et comme Laurent l'a dit tout à l'heure, 3 ans, 5 ans, et on parlera de guérison après ça. Alors, Laurent a fait 1 an dans vos services. Oui. Et la maman de Radi tout a fait 1 an, 3. Quelle est la durée minimale d'un traitement du cancer de l'enfant? Alors, la durée minimale du traitement, je parlerai plutôt en termes d'intervalle parce que selon le type de cancer, les protocoles ne sont pas les mêmes. Disons que les enfants sont traités dans notre unité entre 3 mois et 2 ans et demi. Sur 3 place, mois. Hospitalisés? Non, disons qu'ils ne sont pas hospitalisés tout ce temps, mais la majorité est hospitalisée pour 8 mois en moyenne, 8 mois, 1 an en moyenne. Et dans le reste du traitement, c'est un ambulatoire? Oui, il y a par exemple le traitement qui dure le plus, le traitement du cancer du sang. Les 6 premiers mois sont chez nous et après le reste, ça va être en ambulatoire.
D'accord, ça va être en ambulatoire. Et donc, bon, c'est classique dans le traitement du cancer de faire l'hospitalisation conventionnelle et ce qu'on appelle l'hôpital de jour. Vous avez vu notre bel hôpital de jour construit grâce à l'aide du président de la République, qui a apporté l'essentiel des fonds, accompagné par l'association Victoire et le Lions Club International, surtout le Lions Club Lomé Safi et Lomé Kekeli. Et donc, c'est dans cet hôpital de jour que ceux qui sont à l'extérieur et viennent à l'hôpital sont consultés, reçoivent un certain nombre de traitements. D'accord. Venons-en au coût du traitement. À combien peut revenir le traitement d'un cancer? Alors, le traitement du cancer est onéreux. Le traitement coûte cher. Nous avons fait des études pour évaluer à peu près le coût, sachant que pour les 5 types de cancers dont nous avons parlé, le traitement en termes de médicaments de cancer même est gratuit. Et grâce à l'aide des associations, grâce à l'aide d'un groupe dans lequel nous sommes, qui se trouve en France, grâce à des bonnes volontés, un enfant peut être traité, quel que soit son cancer, gratuitement, totalement, quel que soit le cancer. Mais quand nous avons évalué ce coût, à combien ça revient, parce que même quand on dit que c'est gratuit, quelqu'un paie le coût quelque part. Alors, cette prise en charge va se situer sur ce qu'on va appeler le coût direct, c'est-à-dire que ce qui rentre directement dans la prise en charge. On ne parle pas des coûts indirects et tout. Cette prise en charge va coûter entre 1,5 million, 1 500 000 et 4 500 000. Quand même, hein? Oui. Et donc ça, c'est sans radiothérapie. C'est quand on n'avait pas de radiothérapie au Togo, rien du tout. Rien que la chimio, plus ou moins la chirurgie, les examens qu'il faut et tout ça. Et donc, c'est le coût réel, donc direct de la prise en charge sans la radiothérapie pour un enfant. Même si le traitement est gratuit, comme on le dit, il y a quand même une partie que les parents payent, quand même, n'est-ce pas? Oui, alors... Il y a un coût quand même. Il y a un coût. Un coût minimal. Un coût minimal. Disons que déjà, vous savez, pour beaucoup de patients qui viennent de loin, rester à Lomé et manger pendant 6 mois, ce n'est pas évident. Pas facile. Et donc, il y a déjà tout ce côté. Et en général, étant donné que les associations ont pleinement confiance en l'unité et que maintenant il y a même une association au sein de l'unité dont je parlerai, on peut, lorsque vraiment ces patients sont indigents, on les traite totalement gratuitement, c'est-à-dire on achète les médicaments, il y a les médicaments de chimio déjà gratuitement, le traitement adjuvant dont j'ai parlé, et les différents examens complémentaires, on apporte tout. Il faut dire que dans la prise en charge... Et même les frais d'hospitalisation? Et même les frais d'hospitalisation, l'État intervient en ce sens que les affaires sociales du CHU Sylvanus Olympio reçoivent une subvention de l'État et dans cette subvention, nous, nos enfants, paient pour les examens, quand ils ont les moyens, ils paient la moitié. La moitié et l'autre moitié ils peuvent être aidés pour l'autre moitié par des associations, par des bonnes volontés. Et lorsqu'ils n'ont pas du tout de moyens, les discussions vont loin avec les affaires sociales et l'administration du CHU et ils peuvent ne pas payer. Il fut un temps même où ils ne payaient rien pour le séjour et pour les examens, mais aujourd'hui, ils paient un petit pourcentage. D'accord. En tout cas, vous faites déjà beaucoup, donc on va prier que les bonnes volontés continuent par vous accompagner. Merci beaucoup. N'est-ce pas, professeur? Merci, absolument. L'accompagnement psychologique, moral et financier, les parents d'enfants malades en ont besoin. Et c'est le rôle que joue la psychologue et la Secanto, une association qui œuvre au quotidien aux côtés de ses parents. Découvrons ce qu'ils font exactement dans ce dernier sujet. Ici, c'est un service de cancérologie. Une fois rentrés, les enfants sont ici, ils ne sortent plus. Donc, on organise beaucoup d'activités avec les enfants. Les activités des jeux ludiques, parfois, ce sont des séances de lecture. Donc, aujourd'hui, on est en train de faire nos activités de jeu.
C'est pourquoi je suis parmi eux. En tant que psychologue, j'accompagne les mamans ou bien les parents en général depuis l'annonce du diagnostic jusqu'à la sortie. Parce qu'on sait que le cancer, c'est une maladie grave et chronique. Grave parce que ça peut tuer, chronique parce que son traitement, ça dure dans le temps. Les parents sont ici, ils sont bloqués ici 10 mois, 1 an. Donc les activités sont abandonnées. Donc il y a certains qui développent parfois la dépression. Donc je prends en charge tout ça et on fait des entretiens par moment et sur la demande de certains parents ou bien moi-même quand je vois qu'une situation se présente chez un parent, j'organise un entretien et on le fait. Comme les mamans sont ici, on est parfois habitué à elles. Tu connais déjà l'humeur de la personne. Parfois, quand tu viens au service, tu salues les mamans, elles ne te répondent même pas. Parfois, tu dois dire maman bonjour, elle te répond moi j'ai pas d'argent aujourd'hui, il ne faut pas me déranger. Là, tu sais déjà qu'il y a un problème, donc tu vas pousser ta curiosité, voir il s'agit de quel problème en fait. Grâce à ça que j'organise des entretiens, je sais qu'il y a un problème ici. Parfois, c'est la dépression, parfois, c'est des problèmes familiaux qui se présentent à la maison. Or, elles sont ici, elles ne peuvent pas résoudre les problèmes qui sont à la maison et ça les tourmente, ainsi de suite. Quand les enfants sont ici, je m'habitue à eux et à un moment donné, ce sont des décès. Donc, c'est la grande difficulté que moi je rencontre ici. Les décès, les enfants, la séparation. Donc, ça donne de la peine, quoi. Et c'est des moments très durs pour moi. Je suis obligée de le faire pour pouvoir aider les autres parents et les autres enfants. Si moi-même, je me plie tout le temps dans la difficulté, je dis « Ah, c'est difficile, on ne peut plus rien faire ». Donc les autres vont comprendre que comme la psychologue même est dévastée comme ça, donc il n'y a plus d'espoir, quoi. Donc je suis obligée de me tenir debout et de faire comme si rien n'était. Malgré les difficultés, il y a beaucoup qui s'en sortent. On sauve des vies. Le service est à féliciter sur tous les plans. On félicite les médecins, les infirmiers et la psychologue. Sur tous les plans, le service est à féliciter parce qu'il y a des décès, je l'ai dit, certes, mais il y a des gens aussi qui sont en rémission présentement et qui viennent pour des contrôles chaque 3 mois, chaque 2 mois ou 6 mois, après 6 mois ou bien 2 fois dans l'année. Ça dépend du type de la maladie. La Secanto, Association d'aide aux enfants cancéreux du Togo. L'association existait et œuvrait déjà sur le terrain depuis plusieurs années, on va dire depuis la création de l'unité, mais officiellement le récépissé nous l'avons obtenu en septembre 2021 dans le but d'aider les parents et les enfants. C'est une aide qui est à la fois sur le plan moral et matériel. Donc nous intervenons beaucoup dans le soutien moral, accompagner ces parents qui ont des enfants atteints de maladies graves et surtout sur le plan matériel aussi, nous les aidons beaucoup parce que ce sont des hospitalisations qui sont souvent longues et très coûteuses, donc nous les accompagnons. Nous intervenons également dans des activités récréatives pour aider ces enfants malades hospitalisés pendant plusieurs mois, surtout à l'occasion des fêtes de Noël, de fin d'année, à toutes les occasions nous intervenons, nous faisons intervenir des artistes, tout ce qui peut égayer un peu l'enfant et le sortir de son quotidien de maladie. Notre objectif sur le long terme, c'est d'arriver à acquérir une maison des parents, parce que ce sont des parents qui viennent souvent de loin, qui peuvent passer plusieurs mois à l'hôpital. Donc cette maison des parents située en dehors de l'hôpital va vraiment permettre à ces enfants de se couper un peu de l'hôpital pour les périodes où ils n'ont pas de traitement à recevoir. Ces parents sont accompagnés au quotidien quand ils ont des difficultés pour honorer des ordonnances, les aider à se déplacer, faire des analyses. Tout ce que l'association peut faire pour aider au quotidien, c'est ce que nous faisons. À l'endroit de la population, c'est surtout de consulter tôt. Parce que ces enfants cancéreux nous arrivent toujours très tard. Quand les parents ont fait le tour des tradithérapeutes, des hôpitaux périphériques, il faut consulter tôt. Quand on a une suspicion de cancer chez un enfant, il ne faut pas rester dans des centres de prière chez le tradithérapeute. Il faut venir à l'hôpital tôt parce qu'il faut savoir qu'en matière de cancer, plus tôt l'enfant est pris en charge, plus tôt il a de chances de guérir. Le cancer de l'enfant peut se guérir. Il faut que la population ait ce message-là et il ne faut pas hésiter à venir à l'hôpital.
professeur, vous avez suivi Dr Guéli et la psychologue. Avez-vous quelque chose à y ajouter? Bien sûr. Disons qu'aujourd'hui, l'unité reçoit de l'aide donc de l'extérieur et de l'intérieur. Et de l'extérieur, nous avons le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique. C'est ce groupe qui nous envoie 1 à 2 fois par an les médicaments contre le cancer dont nous avons besoin pour les 5 principaux types de cancers que nous avons cités. Et ce groupe le fait depuis 2009. En dehors de ce groupe, nous avons l'association Victoire. C'est une association qui est basée à Toulouse et qui soutient l'unité. Cette psychologue, elle est recrutée dans l'unité et c'est cette association qui paie son salaire. Et donc le personnel paramédical en général est payé par cette association qui vient beaucoup en aide dans tout ce qui est traitement adjuvant et dans les réhabilitations des locaux également. J'en avais parlé au moment où je parlais de l'hôpital de jour. Nous avons l'Alliance mondiale contre le cancer, la MCC, qui est une association mondiale mais qui œuvre beaucoup dans le rétinoblastome. Aujourd'hui, le traitement du rétinoblastome, du cancer de l'œil, passe par les moyens que cette association a permis à l'unité d'avoir, le laser et tout. Et donc, si un enfant vient tôt, on peut même conserver son œil. Ensuite, nous avons des clubs services, le Lions Club, le Rotary sur le plan international et qui sont souvent jumelés à des clubs d'ici. Nous avons déjà travaillé avec le club Lomé Kekeli, Lomé Safi et du côté du Rotary, Lomé Perle. Nous avons le CHU d'Angers dont j'ai parlé et nous avons l'ABCFAO qui est une association de CIFAO et qui, avec cette association, nous sommes en train de discuter de la possibilité donc d'avoir une maison de vie, d'accord, et donc les enfants qui sont traités dans l'hôpital de jour vont séjourner dans cette maison et venir à l'hôpital prendre les soins et retourner, en particulier ceux qui habitent loin. De l'intérieur, nous avons parlé du rôle important que le président de la République a joué et il apporte son appui quotidiennement dans cette unité. Nous avons le PNUD qui nous a aidé à avoir toute la tuyauterie d'oxygène et de vide. Nous avons l'OMS qui nous ouvre ses portes, qui nous a permis de tenir des ateliers pour revoir le plan quinquennal que nous avons déjà rédigé à l'OMS et qui s'apprête à nous donner du matériel. Nous avons l'association OSE, qui est une association donc, qui depuis l'année dernière nous aide énormément. Vous voyez ce pavillon qui est beau comme ça, cette association est passée par là, le sapin de Noël. Ils viennent, ils donnent quotidiennement de leur temps et ils offrent le matériel à une vitesse également très très vertigineuse, je dirais. Il y a Santrinos, l'artiste de la chanson, qui est devenu un parrain de l'association. Et il y a les bonnes volontés, la Poste, je ne peux pas tous les citer, mais la Secanto, c'est l'association de soutien aux enfants cancéreux du Togo. C'est une association dans laquelle le docteur Akoli milite. C'est une association des parents d'enfants et des enfants atteints de cancer. C'est une association de l'unité qui œuvrait déjà depuis plusieurs années, comme elle l'a dit, et qui, ces derniers moments, donc, a officialisé donc, sa venue dans l'unité par ce récépissé que le ministère de l'Intérieur leur a donné, qui œuvre beaucoup. Et donc, cette association a besoin d'être vraiment soutenue par toutes les bonnes volontés possibles pour avoir plus de moyens, parce que c'est vraiment l'association de l'unité et cette association, si elle a des moyens, elle va nous permettre vraiment d'aller beaucoup plus loin. D'accord. C'est donc le lieu de les remercier tous. Alors, professeur, dites-nous, revenons maintenant à notre sujet. Peut-on prévenir la survenue du cancer chez l'enfant? Prévenir, disons, quelques rares cancers de l'enfant comme l'hépatocarcinome, le cancer du foie, suite à une infection par l'hépatite B en faisant la vaccination. Sinon, en termes de cancer de l'enfant, nous parlons plus de diagnostic précoce que de dépistage. Ce n'est pas comme le cancer de l'adulte et donc la prévention est presque pas possible, mais lorsque ces cancers surviennent, il faut les diagnostiquer tôt. C'est le diagnostic précoce. Il faut les dépister tôt et donc toutes ces anomalies que nous avons citées, dès que l'enfant les présente, il faut courir avec son enfant à l'hôpital. Alors professeur, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous avez un dernier message, en une phrase. En une phrase, il faut consulter précocement.
comme cet enfant que vous voyez et non comme cet autre enfant-là qui, lui, n'a plus de chance de guérison, alors que le premier enfant que vous voyez qui est venu tôt, il est guéri et il est aujourd'hui un lycéen. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Je vous remercie, madame. Merci pour votre disponibilité. Et merci aussi pour tout ce grand travail que vous abattez là-bas. Je vous remercie également. L'objectif de l'Organisation mondiale de la santé, c'est un taux de survie de 60% au moins des enfants atteints du cancer, n'est-ce pas, professeur? Absolument. Et c'est derrière cet objectif que vous aussi vous courez. Absolument. Nous aussi, nous sommes prêts à vous accompagner dans cet élan. Nous vous remercions beaucoup. Voilà, et c'est sur cette note d'espoir de l'Organisation mondiale de la santé que nous clôturons Santé d'abord de ce soir. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. Merci à toute la réalisation. On se donne rendez-vous mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.